Beaucoup de personnes ne la connaissent pas, et moi je trouve ça dommage, parce que Marie Nivet, elle évolue depuis des années au plus haut niveau de toutes les disciplines d'athlétisme auxquelles elle touche, que ce soit sur stade ou hors stade. Au moment où j'enregistre cette introduction, Marie a participé au championnat du monde d'athlé en 2015 sur 2000 mètres steeple quand elle avait 16 ans, aux mondiaux de course en montagne en 2022 en Thaïlande et au championnat d'Europe de la même discipline en 2024. En 2025, au-delà d'avoir été sélectionnée à nouveau en équipe de France pour les mondiaux de course en montagne, Marie est actuellement 5e du classement féminin sur les Golden Trail World Series. À seulement 26 ans, elle baigne dans le plus haut niveau sportif depuis des années et elle semble loin de vouloir s'arrêter. Ce parcours, c'est d'ailleurs la première raison qui m'a donné envie de discuter avec Marie, parce que si elle est spécialiste de course en montagne depuis quelques années, elle s'est lancée sur le circuit international le plus relevé en trail court, ce qui implique forcément des changements dans l'entraînement, mais aussi dans l'adversité, dans l'exposition médiatique, etc. Et puis, on peut pas dire que sa transition, elle l'a pas réussi. Pour un début sur ces distances, et à ce niveau-là, face aux meilleures coureuses internationales, briller sur 3 épreuves consécutives et finir 5e au général, c'est pas rien. Elle le dira elle-même d'ailleurs, mais elle venait à la base en espérant accrocher le top 20. Mais il y a une autre raison pour laquelle je voulais échanger avec Marie. En parallèle du trail, elle réalise actuellement un doctorat en sciences du sport. Forcément, ayant suivi le même parcours, ça m'a intrigué. Et je sais pas, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances que je rencontre une athlète curieuse, qui se pose des questions sur son entraînement, qui doute, qui réfléchit vraiment sur sa pratique. Bref, quelqu'un d'intéressant, qui sait pourquoi elle fait certains choix plutôt que d'autres, et qui pourrait prendre un moment pour nous expliquer ses choix avec du recul. Et ça a pas raté, car j'ai pas vu le temps passer et j'ai adoré écouter Marie nous parler de comment elle s'entraîne et de l'évolution actuelle de sa carrière sportive. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on délaisse la littérature quelques instants, mais pas tant que ça non plus, pour écouter une athlète aux performances remarquables, Marie Nivet. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cette interview possible. Suunto, c'est le matériel qui m'accompagne dans tous mes entraînements, des longues balades en montagne semi-improvisées aux séances les plus structurées, avec des applications Suunto Plus comme Manual Intervals Hills Rep, pensées pour accompagner les fractionnés en côte, fractionnés que Marie semble particulièrement apprécier. Salut Marie, comment ça va ? Salut Cyril, ça va bien et toi ? Ouais, ça va super. Je te remercie de m'accueillir ici, dans le centre d'entraînement en altitude de Briançon, si je dis pas de bêtises. Ça, le centre sportif d'altitude, je crois exactement. Où tu es entre 2 courses pour un week-end un peu sportif. Tu es en train de récupérer de ta première performance ce matin qui s'est, je crois, bien passée. On va pouvoir en reparler juste après. Mais ouais, je voulais déjà te remercier au nom de tous parce que tu m'accordes du temps et c'est trop cool de pouvoir te recevoir dans le podcast pour discuter. Je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas qui est Marie Nivet dans le monde du trail, dans le monde de la course en montagne. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs et auditrices ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'ils ont de la chance ou ils s'estimeront peut-être heureux de ne pas me connaître à la fin de l'épisode. Donc, moi, je m'appelle Marie Nivet, je suis originaire des Ardennes, donc à la frontière belge. C'est pour ça que je m'excuse déjà s'il y a un petit accent qui transparaît, si ça heurte la sensibilité des auditeurs. J'ai 26 ans. Et je fais de la course à pied depuis que je suis toute petite, même depuis avant que je sois toute petite, parce que mes 2 parents sont athlètes et j'ai fait mes premiers championnats de France in utero dans le ventre de ma maman en 1997. Donc je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais toute petite et ça m'a pas lâchée et je pense que ça me lâchera pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui en termes d'activité professionnelle ? Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais échanger avec toi. Alors, il me semble que tu connais un petit peu mon parcours par expérience. Je suis actuellement en 2e année. Je vais attaquer ma 2e année de thèse en sciences du sport. Donc, je suis rattachée à l'université du Bourget-du-Lac, le campus Technolac, et je suis sur un projet en partenariat avec l'université de Aix-Marseille et l'université de Lausanne. C'est donc doctorat en sciences du sport. Pour le tout public, ça ira comme terme, ça te va ? Ça fait bien, ça fait docteur, ça fait sport, c'est un bon titre. Mais il me semble que tu as fait autre chose au niveau professionnel avant, non ? T'as pas fait un passage par de la diététique ? Alors si, ça m'intéresse beaucoup et j'avais envie d'être plus pointue dans le domaine. Sauf que si tu veux faire des diplômes plus poussés sur la nutrition du sport, il te faut le BABA, c'est-à-dire le BTS diététique. Donc j'ai un BTS en diététique. Et comme j'ai eu une année de latence avant de devenir thésarde, j'ai aussi passé un master en data science, donc je suis aussi data scientist.
Aujourd'hui, est-ce que ta relation avec le sport, est-ce que tu te considères athlète semi-pro, athlète même pas semi-pro, parce que t'es pas pro parce que tu as une activité professionnelle autre à côté? Comment tu te considères ou te définirais en tant qu'athlète? Bah, actuellement, je pense que depuis cette saison, je peux dire que je suis semi-pro parce que je fais partie de courses où je côtoie des professionnels et mon équipe de recherche fait en sorte de faciliter mon quotidien pour que je puisse aussi m'épanouir dans ce projet sportif. Donc, je me considérerais, grâce à eux et grâce aux compétitions auxquelles j'accède, comme semi-pro. Est-ce que justement, tu trouves que c'est un environnement qui t'apporte assez de flexibilité pour que tu puisses t'exprimer comme tu le souhaites en termes de compétition, en termes d'entraînement? Tu arrives quand même à trouver aujourd'hui, on va revenir dessus après, mais tu arrives à trouver assez de temps pour t'entraîner et compétiter? Parce que un doctorat, c'est pas light, on va dire, comme charge de travail. Bah alors un doctorat, c'est pas light comme charge de travail. Le trail, c'est pas non plus très light. Ce qui me sauve, c'est qu'en fait, j'ai un petit volume d'entraînement. Je me suis jamais entraînée énormément. Je fais pas beaucoup de cross-training. Donc, c'est des choses qui me demandent pas non plus un volume d'entraînement hebdomadaire pharaonique. Et à côté, en fait, mon équipe de recherche, elle est composée de gens qui sont sportifs dans leur ADN et qui sont aussi passionnés par un projet de performance, et ils font vraiment en sorte de me mettre dans les meilleures conditions, donc de me permettre de travailler beaucoup en distanciel, de me permettre de partir en stage d'entraînement ou de me faciliter la vie pour que je me déplace en compète. Et ça, franchement, je pense que c'est pas pareil pour tous les thésards, mais moi, je suis une thésarde bien heureuse à l'instant T avec ce qui m'est permis de faire. Avant qu'on plonge dans ton parcours dans la course de montagne et dans le trail, je te propose de faire juste un petit crochet par des choses un peu moins liées au sport, parce qu'après on aura tout l'épisode pour discuter très sport. Est-ce que tu as une autre passion que le sport, le trail, la course, de manière générale? Les mauvaises blagues? Non, non, sinon, mes passions, ouais, ça tourne vraiment autour du sport, parce que c'est le tronc commun. Ça marche. 3 petites questions pour terminer ce profil, ce portrait un petit peu général de toi. Est-ce que tu as un film préféré? Un film qui t'a marqué? Ah, ça dépend. En fait, il y en a beaucoup des films préférés parce que ça dépend des humeurs, ça dépend des moods. Sentimentalement, je dirais que mon film préféré, c'est Mulan, mais je pense que c'est parce que je le connote beaucoup à ma première expérience sur les Golden Trail. Mais ouais, non, peut-être Mulan. C'est pas un film, mais ça c'est Ça mon rentre petit dans la côté catégorie film, hein. c'est mon petit côté enfant éternel. Ça me va comme réponse. Est-ce que tu as un livre préféré? Un livre qui t'a marqué? Ouais, le livre qui m'a marqué, en fait, c'est Elana de Pierre Bottero. Je l'ai lu quand j'étais toute petite, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui pourrait être apparenté à un coureur d'ultra, parce que c'est des mares sombres, et les mares sombres s'entraînent à courir le plus vite possible, le plus longtemps possible, et le plus furtivement et agilement possible. Donc je trouve que c'est le livre qui me vient en tête là, parce que là encore, c'est le tronc commun, quoi. Ok, ça me va. Et dernière du genre, est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré? Quelque chose qui te fait vibrer? Alors ouais, ma musique préférée, c'est un peu surprenant, on va dire, quand on me voit, mais c'est Accept Balls to the Wall. Donc c'est un groupe de heavy metal allemand des années 60, je dirais. Et c'est la musique qui m'a aidé, ma sœur et moi, à faire les minima pour les championnats du monde cadet en 2015. On la mettait sur le stade. Quand on avait les compétitions, on demandait aux officiels est-ce que vous pouvez mettre celle-là, s'il vous plaît? Et du coup, musique préférée. J'allais te demander musique à l'entraînement ou pas. T'as un petit peu répondu. Alors, musique sur les compètes, mais pas forcément à l'entraînement, parce que je trouve qu'en fait, ça te sort de ton truc. Quand tu adhères à la musique, t'as plus tendance à être à fond dans la musique qu'à fond sur l'entraînement. Et finalement, quand tu rentres chez toi, après l'entraînement, tu sais plus, ton cerveau sait plus exactement ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a écouté de la musique ou est-ce qu'il s'est entraîné? Et j'arrive pas à dissocier les deux. C'est très clair comme réponse. Je suis assez aligné avec ça. Je trouve qu'il y a aussi un besoin de... Enfin, ça rejoint ce que tu viens de dire, ça va dépendre de la qualité de l'entraînement. Si tu fais un fractionné ou quelque chose comme ça, des fois c'est un peu compliqué d'avoir la musique en plus, j'ai l'impression que ça brouille ce que tu es en train de réaliser. Alors que si c'est quelque chose de très lent, voire un peu ennuyeux, là ça peut être intéressant pour peut-être sortir ta tête de ce que tu es en train de faire. Après, le mieux quand c'est long et ennuyeux, c'est de trouver quelqu'un pour le faire avec soi, et comme ça... Oui, c'est vrai. Je te propose de faire... j'ai fait un petit portrait de toi avec ce que j'ai trouvé comme information sur la sportive que tu es, pour rentrer dans le moment sportif, on va dire, de l'interview. Je te propose de me corriger si jamais je me trompe.
La première chose que j'ai notée, c'est que tu es en partenariat avec Nike actuellement, mais tu n'es pas officiellement athlète pour cette équipe. En tout cas, tu fais pas partie de la team Nike officiellement. C'est ton père qui t'entraîne, ton entraîneur. Tu peux nous dire son nom? Alors, c'est Christophe Nivet. Ok, Christophe Nivet est ton entraîneur. Tu as une cote ITRA à 731 et tu sembles spécialisé dans les formats courts, typés courses en montagne, qui vont entre 5 et 30 km maximum pour l'instant, si j'en crois ton palmarès. Tu viens des Ardennes, tu as commencé à courir sur une piste d'athlée. Tu as par exemple couru sur des épreuves de 1500 et de 3000 mètres, steeple. Tu as également fait du cross. Tu as une sœur jumelle, Lucie Nivet, qui semble à peu près aussi performante que toi, mais qui, elle, semble être restée sur la piste, alors que toi, tu es passé vers les sentiers et la montagne après. Peut-être que c'est une autre preuve que la génétique, ça sert à quelque chose pour faire des grandes performances. En plus, tu viens de dire que tes parents étaient également sportifs, donc peut-être quelque chose de ce côté-là à creuser. On va peut-être pouvoir lancer une énième étude là-dessus. Exactement. En off-road, tu es plutôt spécialisé en course de montagne, même si ces derniers temps, cette année, en 2025, tu as commencé à courir sur le circuit des Golden Trail World Series. On va revenir sur cette nouvelle expérience sportive pour toi un peu plus tard. Tu cumules aujourd'hui, si mes infos sont correctes, 18 départs pour 11 podiums, dont 8 victoires sur des formats course en montagne ou trail. Peut-être que j'en ai raté. Ta première course, c'était le Font-Romeu Nature Trail en 2022, un 7 km et 300 mètres que tu remportes. Tu remporteras aussi les 2 autres courses dont tu prendras le départ juste après la même année. En 2025, tu as pris le départ de 3 épreuves du Golden Trail World Series pour 2 7e places en Chine et en Italie et une 6e place aux États-Unis, ce qui te donne un classement de 5e au général. Pas trop mal pour une première sur le Golden World Series, 5e au général chez les femmes. Je suis plutôt surprise et ravie de ce classement, ravie de comment ça se passe. Et pour l'anecdote, au début, mon objectif, c'était de rentrer dans le top 30 pour accéder à la grande finale. Donc, je pense que je peux revoir mes objectifs à la hausse et j'en suis vraiment contente. Surtout que les sensations que je mets en face, elles sont prometteuses et encourageantes. Et l'expérience sportive que j'en retire, ça me donne beaucoup de confiance et j'y accorde beaucoup dans la réussite de ma saison en cours, en termes de confiance surtout. Donc, pour l'instant, ce classement de 5e provisoire me plaît bien. J'ai conscience aussi que les filles n'ont pas toutes leurs 3 courses de fait et que ce 5e au général, il va falloir se battre si je veux en rester le plus proche possible. Mais pour l'instant, il me reste encore 3 semaines avant la prochaine manche, donc je pars sur ce 5e et je le savoure. On va largement reparler dans l'épisode un peu plus tard de cette première immersion dans le circuit Golden. Mais t'as tout prévu. Mais bien sûr, quand même 5e au Golden, je pouvais pas passer à côté. La semaine dernière, tu as fait 3e au championnat de France de course en montagne, ce qui te rend sélectionnable pour les championnats du monde de course en montagne up and down, les mondiaux 2025. La sélection n'est pas encore tombée. Pour l'instant, il n'y a que celle de trail court et long qui est tombée. On attend celle de course en montagne. Ce matin, tu as fait 4e sur le up aux mondiaux. Sur une manche de la Coupe du Monde. En fait, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde Valcyr, donc c'est la World Mountain Running Association qui organise ça. Et en fait, c'est une manche, je ne sais pas combien il y en a au total sur le circuit, mais il y en a partout, c'est mondial là encore. Et c'est sur des formats, en fait, tu as toujours la verticale la veille de l'autre épreuve qui est plus longue, et soit c'est un format 10 km, soit c'est un format long, donc supérieur à 20. Très clair. Et pour conclure ce portrait, mais tu m'as corrigé tout à l'heure, en fait, tu as été sélectionné, j'allais dire 2 fois en équipe de France, mais c'est faux, tu as été sélectionné 4 fois. 2 fois en équipe de France de course en montagne, pour les mondiaux de 2022 et pour les Europes de 2024 à Annecy. Mais par contre, tu m'as dit que tu avais également été sélectionné 2 autres fois en équipe de France, je te laisse nous raconter. Donc j'ai fait ma première sélection chez les jeunes en 2015 sur piste, donc sur 2000 mètres steeple. C'était des championnats du monde, c'était l'avant-dernière édition des championnats du monde cadets, parce qu'après ça s'est plus fait et c'était que les juniors. Et c'était à Cali en Colombie. Donc c'était une expérience assez incroyable et je pense que ça joue beaucoup aussi dans la persévérance quand tu perfes plus ou moins bien à un certain moment de ta carrière. Quand tu vis ça alors que tu as 16 ans, c'est marqué à vie. Et la deuxième, c'était moins important, mais ça fait toujours plaisir. C'était un match triangulaire. Donc, en période estivale, c'était en indoor. C'était sur un 2000 mètres steeple en Biélorussie, en 2016. Et c'était la première fois que je faisais une épreuve de 2000 mètres steeple en salle. Donc, pas de barrière, pas de rivière.
Donc c'était super enrichissant aussi. Est-ce que tu peux peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un match triangulaire? En fait, un match triangulaire, c'est une sélection qui est officielle, mais qui n'est pas un championnat. C'est juste plusieurs nations qui font le choix de se réunir et de se mesurer, en fait. Et ça permet une bonne émulation et surtout de faire une échéance majeure quand il n'y en a pas forcément pour la catégorie d'âge cette année-là. Est-ce que dans ce portrait, ou dans cette histoire que j'ai essayé de tracer avec le max d'informations que j'ai retrouvé sur toi sur Internet, j'ai oublié un résultat notable qui mériterait d'être souligné ou discuté selon toi? Non, je pense pas, parce qu'en plus, je suis pas super douée en maths. Donc, quand tu as commencé à énoncer tous les chiffres des départs, des places, des victoires et des années, j'étais complètement perdue, donc je ne pourrais pas te corriger. Je pense que tu as tout énoncé. Je te fais confiance là-dessus. Je pense que tu as une rigueur méthodologique quand même assez rodée. Je te remercie. Si tu dois garder de tout ce que je viens d'énoncer ou de ta carrière sportive pour l'instant un résultat qui te semble plus marquant, plus mémorable que les autres, ce serait lequel? Je dirais que c'est ma 9e place l'an passé sur la montée sèche à Annecy, parce qu'elle a entraîné le podium par équipe, enfin, le titre par équipe, et tout, en fait, a fait que ça allait être quelque chose d'assez iconique pour moi, parce que, en fait, je m'accroche à cette course parce qu'elle s'est pas bien passée au début, et à la fin, elle s'est très bien passée. Au kilomètre 4, j'étais 24e, et je termine 9e, et en fait, je vais rechercher tous les points pour aider la team à gagner, parce que les 2 filles de devant, Élise et Christelle, sont bien installées sur leur place et il n'y a pas possibilité que ça change, en fait. Les filles de devant sont trop loin devant et les filles de derrière sont trop loin derrière. Donc finalement, ma remontée et mon second souffle, il a fait qu'on est allé chercher le titre. Je suis venue en support et les conditions, c'était juste démentiel. C'était démentiel dans le sens, c'était fou, c'était horrible. Je m'en souviendrai toujours parce qu'en fait, sur les premiers kilomètres, c'était tellement boueux avec l'eau qu'on avait pris à Annecy que c'était pas de la course, c'était juste de l'escalade dans de la boue. Et en fait, je me rappellerai toujours de cette course parce que c'en était pas une au début. T'aurais peut-être aimé avoir tes pointes de crosse pour monter un petit peu plus vite. Ouais, je pense que là, il aurait même fallu les piolets. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu l'as rapidement mentionné, mais c'est quoi ton passé sportif? Comment est-ce que tu es arrivé à la course en montagne et qu'est-ce que tu as fait avant? En fait, tu parlais du rôle de la génétique pour faire des perfs. Et là, je dirais que le rôle de la génétique et aussi de la malchance pour certains, ça m'a poussée à switcher sur le trail. Bon, déjà, avec 2 parents athlètes, ma sœur jumelle et moi, on a passé notre enfance sur les stades. Quand les autres ils vont au parc avec leurs parents, nous, on allait sur le stade et on jouait avec la plasticine sur le sautoir en longueur. Je pense que les officiels, justement, nous ont un peu détestés pour ça, parce que retrouver des boulettes de plasticine pour les compètes, ça devait pas être super sympa. Quand les autres, ils partent en vacances ou qui vont faire un séjour à Walt Disney, nous, on allait sur les compètes. Ça a été dans notre ADN, ça a été connoté aussi toujours positivement, parce que les bons moments et les moments de partage, on les passait grâce à l'athlé. Entre autres, j'ai quand même passé des moments très très forts en famille, autres que grâce à l'athlé, mais majoritairement c'était ça qui nous soudait, c'était le ciment. Et avec Lucie, ça a toujours été un ciment aussi, une manière de se tirer vers le haut, jusqu'au confinement, où en fait on a fait un très gros confinement en termes d'entraînement, parce que en tant que rurale profonde, là on a pu profiter de ce statut et nous entraîner tous les jours en nature, même dans un rayon de 1 kilomètre autour de chez nous. Je précise au cas où la police m'écouterait, les forêts ardennaises nous ont permis ça, et à l'issue de ce très gros confinement, elle s'est blessée. Et moi, j'étais toute seule. Et donc, retourner sur la piste ou retourner sur un canal toute seule, alors que t'es toujours avec ton alter ego, ça plaît pas. Et quand pendant le confinement, tu t'es épanoui dans la nature et dans les sentiers, tu te dis, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire sur le off-road. Et quand finalement, c'est dans ton ADN d'être compète, tu te dis, si j'aime bien courir en nature, faudrait peut-être que je mette un dossard et que je vois à quoi ça ressemble. Et en plus de ça, quand t'aimes bien voyager et que ta première expérience internationale en athlée, c'est un long voyage, que t'as pas refait de vol long courrier depuis ce jour-là et que tu vois que les mondiaux, ils sont en Thaïlande, tu te dis, il y a peut-être moyen de réécrire l'histoire, et ça donne une petite motive en plus. Parce que si j'ai bien compris ton parcours sportif, tu as été sélectionné pour les mondiaux de trail très peu de temps après que tu aies commencé à faire tes premières courses off-road, si je dis pas de bêtises, non?
Ben voilà, en fait, en juin 2022, je m'inscris sur ma première course off-road à Font-Romeu parce que je suis en stage et je vois qu'il y a ce petit trail, justement, cette course qui finalement, maintenant, j'appellerais même pas ça un footing ou une sortie trail parce que tu as 250 mètres de dénivelé pour 7 kilomètres, mais c'est un super joli petit tour. Et en fait, je me suis dit, commence maintenant, donne-toi confiance, essaye de voir ce que ça fait quand Marie-Nivet se met au trail. Et en fait, après, j'ai vraiment adoré, que ce soit l'ambiance entre les compétiteurs ou que ce soit le fait d'avoir un dossard, mais d'être seul dans la nature, plus ou moins. Ça m'a vraiment plu et je me suis dit, ok, maintenant t'as posé la première pierre, tu sais que la Sélec, c'est le 2 octobre dans le Cantal, maintenant travaille pour ça. Est-ce que tu as mentionné ta sœur jumelle, je sais pas si on l'a dit au début, mais je crois que c'est ta sœur jumelle, c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à passer ce cap qui peut être un peu difficile, comme tu l'as dit, de plus t'entraîner avec ton alter ego et vous avez complètement dissocié vos pratiques chacune, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui te manque aujourd'hui? C'est encore quelque chose qui me manque aujourd'hui et dès que c'est possible, en fait, de partager des entraînements avec elle, je le fais. Enfin, en fait, je partage tout ce que je peux avec elle. Est-ce que dans ce que tu fais dans ta carrière sportive qui est encore à évoluer, parce que tu es une athlète qui est encore jeune et tu as encore plein de choses à faire, je pense, dans le milieu de la course en montagne et du trail, tu identifies un moment où tu as l'impression que les choses ont changé d'ampleur pour toi ou que tes performances ont drastiquement évolué, une sorte de virage dans ce que tu as réalisé? Est-ce que c'est le Covid, la période de confinement dont tu viens de nous parler, où tu as fait un gap, ou est-ce que pas spécialement? Non, pas spécialement, parce que justement, pendant le Covid, en fait, j'ai eu un gros passage à vide, parce que là encore, la génétique peut aussi nous causer du tracas. Je m'entraînais avec Lucie, et Lucie, à ce moment-là, était vraiment très en forme. Elle a passé un cap que moi, j'ai pas su passer, et j'ai pas su écouter mes sensations, et en fait, j'étais toujours au taquet, en sur-régime, et j'ai accusé un gros coup de moins bien les mois après le confinement, parce que j'avais voulu la suivre et pas mettre mon orgueil dans ma poche et parce que on est jumelles, on fait tout pareil, donc la séance, tu peux faire pareil. Non, à ce moment-là, j'étais pas pareil et mon corps, il me l'a fait sentir après. Donc non, je dirais que c'est plus tard, c'est à l'été, à la fin de l'été 2022 vraiment que les performances, elles ont pu augmenter et que c'est remonté. Ok, après une période de repos, de récup qui t'a permis de revenir à ton niveau d'avant, voire un peu plus haut. Ouais, voilà, puis que le corps retourne à son niveau basal, qui dise pas non, là, il y a plus rien dans les sacoches, Marie. Les tiroirs sont vides. Je voulais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un profil de course favori? Alors, ce profil de course, il peut évoluer, mais si là, je te demande demain, toi, la course parfaite pour toi, ou le type de profil parfait que tu adores courir, ce serait quoi? En fait, le profil parfait pour moi, c'est une course qui commence sur une montée légère, genre sur une pente inférieure à 10%, qui monte graduellement sur un sommet qui est bien raidos, mais quand même assez prolongé, je dirais sur au moins 1 kilomètre, peut-être à 20%, et sur une descente pas non plus trop raide. Donc en fait, il faut que le moteur se mette en route. Après, le facteur poids-puissance, ça fait le taf. Et aussi avec le supplément d'âme de la vieille carne. Et ensuite, une descente plutôt roulante pour rester sur de l'aérobie. C'est le profil qui me correspondrait. Si je vois un profil comme ça, je dis « Ok, celui-là, je peux être performante. Il me fait pas peur. » Et en termes de durée d'effort, distance, dénivelé, ça ressemblerait à quoi? Entre du 20 et du 25, je pense. Ok, aujourd'hui, c'est ce que tu préfères? Ouais, aujourd'hui, c'est ce que je préfère parce que peut-être qu'on reviendra dessus, mais il y a 15 jours, j'ai fait les championnats de France de course en montagne. C'était 12,4 km pour 975 de dénivelé positif et ça m'a laissé sur le flanc. C'était vraiment, je me souvenais plus que les formats courts comme ça, c'était aussi violent. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai presque l'impression, quand j'ai repris ton profil, ça fait pas si longtemps que tu fais des formats un peu plus longs. T'en as fait quelques-uns, des 30, des 25, mais j'avais l'impression que t'es quand même plus spécialisé sur des 8, des 10, des 12. Et en fait, tu viens de dire que finalement, le plus long, c'est un peu plus sympa. Ouais, finalement, justement, c'est pour ça que je suis agréablement surprise par ce qui se passe cette année. C'est que je pensais que la distance, ça allait me limiter. Et finalement, en fait, même en termes de récupération, mon corps m'en veut beaucoup moins quand je fais des distances qui sont supérieures à 15 bornes. Plus je fais long, plus j'ai des bonnes sensations et mieux je récupère. C'est paradoxal, mais je pense aussi que psychologiquement, je mets plus de dispositifs en face en termes de récup, de surcompensation avant, de charge glucidique, d'alimentation à l'effort ou d'hydratation à l'effort. Parce que la distance est plus grande et que justement j'ai un peu les ouïouïouï, j'ai la trouille, je mets plus de choses en face que quand c'est un 12 bornes où je me dis non, c'est bon,
claquettes chaussettes, c'est pas grave si tu manges pas tes pâtes le soir, on s'en fiche, c'est que 12 bornes. Non, finalement, il faut quand même y arriver préparé et frais. Et je pense que ouais, c'est peut-être l'approche qui joue plus. Est-ce que je peux te demander pourquoi, du coup, la semaine dernière, et il y a 2 semaines et la semaine dernière, tu as décidé de tester plutôt la sélection en équipe de France sur du up and down, en course de montagne, et du coup pas en trail court, avec ce que tu viens de dire. Ah non, mais t'es à trail court, c'était 45 km. Alors en fait, trail court, la sélection s'est jouée sur 32 km avec 2004 de dénivelé positif, si je dis pas de bêtises. Mais à la louche, ça doit être ça. Bon, je sais que quand on est trailer, on n'aime pas trop le à la louche sur le profil d'une course. Mais donc il y avait ça. C'était un profil qui me faisait envie, qui me plaisait. Mais quand on regarde sur le plus long terme, au championnat du monde, ce qui nous attend, c'est 44,550 mètres avec 3657 mètres de dénivelé positif. Ça tombe le 27 ou le 28 septembre et il y a les finales des Golden Trail Series du 9 au 12 octobre. Donc, dans l'optique de vivre bien la finale des Golden et d'être aussi compétitif sur le championnat du monde parce qu'on représente quand même son pays, c'était la meilleure stratégie à mes yeux de faire ce format-là. Parce que après, sinon, il aurait fallu faire un choix ou dire qu'est-ce que je sacrifie en termes de performance. J'avais oublié qu'en plus j'avais rigolé avec quelqu'un la semaine dernière parce qu'on a dit le format trail court des mondiaux c'est 45 km. Oui, c'est hypocrite. C'est pas si court que ça, quoi. En fait, si tu prends la définition exacte de ultra trail, c'est supérieur à 42 km. Exactement, donc ça veut dire que là, actuellement, le format court des mondiaux, c'est un ultra, avec la définition officielle de l'ultra trail. Donc ça m'a fait un peu sourire, mais en tout cas, je comprends très bien ton choix. Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas éclaircie depuis le début de l'épisode et que certains auditeurs et auditrices n'ont pas en tête. Est-ce que tu peux expliquer le plus clairement possible ce que c'est la différence entre le trail et la course en montagne? Dans ma tête, la course en montagne, ça répond à un cahier des charges qui fait que la distance ne dépasse pas les 15 km et le dénivelé, par contre, lui, il doit toujours être supérieur à 700. Alors maintenant que je dis ça, je suis pas certaine. Je pense que c'est plutôt exprimé en ratio parce qu'en Thaïlande, on avait 11 avec 550. Donc, en tout cas, si c'est le cas, la Thaïlande ne respectait pas le cahier des charges. Je dis ça, je dis rien. Mais et je dirais que le trail, par contre, là, les distances sont plus longues. Et je pense aussi que c'est au niveau de l'équipement que ça change peut-être, parce que la course en montagne, souvent, on est sur du light and fast. Donc, on part juste avec ses baskets et sa tête, alors que le trail, on est quand même plutôt obligé, voire on se voit fortement conseiller une réserve alimentaire, une réserve d'eau et tout le tintouin. Il me semble également qu'en dehors des différences que tu as mentionnées au début, il y a une grosse différence sur l'équipement, avec le nombre de ravitaux également qui est un peu plus élevé peut-être en course en montagne, avec quasiment pas vraiment de semi-autonomie. Contrairement au trail, comme on a vu aux France, où tout le monde a de l'équipement, quelle que soit globalement la distance. Donc voilà. Je te propose quelques questions pour clôturer cette partie un peu profil athlète avant de passer à ce qui nous intéresse le plus dans cet épisode, à savoir comment tu t'entraînes. Ces questions vont un peu ressembler à livres, films et musique préférée, mais autour du trail. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est ta paire de chaussures préférée pour courir? Alors moi, c'est les Nike Ultrafly. Déjà, j'ai toujours, depuis 2012 en fait, je porte que du Nike. Par habitude, par facilité, aussi par adoration, parce que avant de pouvoir avoir du matériel et entrevoir quelque chose de plus officiel avec Nike, j'étais juste fan de la marque. Alors après, faut pas qu'on me tombe dessus avec les affaires de Ouïghours, les affaires de taxes ou ce genre de choses. Je suis pas du tout là-dessus. Moi, c'est juste le style, le confort des produits qui me plaît, la philosophie industrielle. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais j'en ai rien à faire. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de grands méchants. Tout le monde se vaut là-dessus. Tant qu'il y a du profit, il y a de la malice. Mais donc moi, pour revenir à la question, c'est les Nike Ultrafly. C'est des chaussures qui sont conçues pour de l'ultra. Du coup, ça paraît pas forcément pertinent que je les utilise pour des petits formats, mais je trouve qu'elles sont très stables. Le crampon est pas excessivement développé, donc ça peut un peu gêner sur certains types de sols ou certains types de parcours selon les conditions, mais elles sont très stables, elles ont beaucoup de répondants et surtout en termes de récup, je trouve que le fait qu'elles aient du carbone, ça change la vie. Quel est ton aliment en course préféré?
Je crois que je connais déjà la réponse. Mon chouchou, c'est le gel sang de Morten. Eh bien, écoute, c'est incroyable que tu le dises parce que on a investi avant l'épisode et on t'a ramené 2 gels Morten pour que tu puisses les utiliser pour tes prochaines courses. Alors, Et par contre, c'est pas n'importe lesquels, c'est des 160. Ah bah on a investi, hein, Et j'ai donc, dit. franchement, alors là, cet épisode est rémunéré. Hein, Exactement. Et je t'en remercie beaucoup. Et donc, pour l'anecdote, quand j'ai couru à Noli, il y a un passage dans la dernière boucle des Golden où on doit se tenir à une corde pour descendre tellement la pente est raide. Et en fait, à ce moment-là, mon regard avide d'athlète et avec tous mes capteurs développés, tous mes sens en éveil, je vois dans cette descente raide un gel 160 abandonné. Et j'ai lâché les 2 mains de la corde pour aller récupérer ce gel 160 dont j'avais pas besoin parce que j'avais déjà 3 gels dans ma ceinture. Mais je l'ai vu et je me suis dit, je peux pas passer à côté, il faut que je le récupère. Et donc, on voit toute une série de photos où en fait, je suis là comme un tel Gollum, dans une position instable, en train de cueillir un gel 160. Mais ça m'a, émotionnellement, j'ai passé un cap. J'ai oublié tout le reste de la course, j'ai oublié que ça faisait 22 km que je courais. J'avais eu un gel 160 sur la course. T'avais récupéré ton gel, t'avais plus de glucides. Est-ce que t'allais plus vite après ? Ça descendait sur du macadam, donc ouais. C'est sûr. Quel est ton aliment en récupération préféré ? Qu'est-ce que t'adores manger après une course ? Les patates douces. Ok, très bon choix. Quel est ton parcours préféré ? Un endroit où t'adores aller t'entraîner ? La vallée de la Semois, dans les Ardennes. C'est souvent pluvieux, souvent brumeux, mais quand il y a du soleil, c'est magnifique. Et en fait, les gens ne pensent pas que dans un coin comme ça, si près de la Belgique, qui est plat pays, on peut avoir de quoi s'entraîner en dénivelé. Et en fait, c'est un cadre que je trouve vraiment génial. Tu peux nous dire quel jour de l'année il y a du soleil dans les Ardennes qu'on réserve directement ? C'est très aléatoire. Je pense qu'à la limite, il y a plus de chances que je te donne la bonne combinaison du loto du 14 juillet prochain plutôt que de te donner les jours de beau temps. Ensoleillé en Ardennes. Est-ce que tu as un sommet préféré ? Un endroit où tu adores monter pour, par exemple, la vue ou quoi ? C'est pas vraiment un sommet, mais j'aime beaucoup le plateau de la Calme à Font-Romeu. Est-ce que tu as un souvenir ? Alors, un souvenir en trail, je t'ai un peu demandé, parce qu'il me semble que tu as parlé juste avant de ta remontée sur les Europes. Si je te demande de garder aujourd'hui un seul souvenir en trail et course en montagne et athlé, c'est celui-ci que tu gardes ? Non, c'est pas celui-ci. Celui que je garde, forcément, c'est l'entrée sur la piste en Colombie pour la finale. C'est quoi, du coup, ton pire souvenir en trail ? Mon pire souvenir en trail est ici même, à Briançon. C'est les championnats de France de l'année passée, où en fait, c'était le 28 avril et on avait eu de la neige et 3 degrés. Et j'ai fait une course absolument désastreuse. Je pense que même en marchant, je serais allée plus vite. J'ai subi cette course de A à Z et c'est vraiment mon pire souvenir. Mais bon, demain il fera beau. Ouais, je te le souhaite. En tout cas, normalement, c'est mieux parti que ce que tu nous racontes. Même s'il fait pas beau, j'espère que les sensations seront bonnes. Comme ça effacera l'ardoise. C'est ça. Et dernière question, est-ce que tu as une ou un athlète qui t'inspire particulièrement, quel que soit son sport ? Il y en a plusieurs. Je peux pas choisir. Ils font forcément du trail, mais c'est Florea Madalina et Joyce Engeru sur les Golden. Parce que c'est des filles que je connaissais des réseaux sociaux et que après j'ai appris à connaître dans la vraie vie. Et quand on fait le parallèle et aussi quand on se détache de tout ça et qu'on les prend en tant qu'athlète et en tant que personne, c'est des gens qui sont dans ce qu'ils aiment, qui font ce qu'ils aiment sans se prendre la tête. Ça marche pas, mais ils se donnent les moyens et pourtant ils restent fair play et très humains. Je crois, moi j'avais vraiment été, maintenant que t'en parles, j'en profite pour en discuter, j'avais été très impressionné par Florea qui a vécu, je crois, une période très basse en termes de morale, de perf, de satisfaction d'elle-même sur la fin des Golden l'an dernier ou l'année d'avant, et qui a vraiment donné l'impression de revenir beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, avec des performances qui sont là derrière, et j'avais été vraiment impressionné par ce retour au niveau qu'elle a démontré là il y a quelques temps. Ouais, en fait, elle a quelque chose que Joyce a aussi, mais Joyce est beaucoup plus réservée. Mais Mada a quelque chose, en fait. Elle est très intuitive et on va dire qu'elle est lumineuse. En fait, elle supporte pas les moments de silence, les moments de tristesse, les moments de spleen. Il faut toujours qu'il y ait de la vie, il faut toujours qu'il y ait de la tendresse, des câlins, de la musique. Mais quand elle est fatiguée, elle le sent. Et elle est capable de se reposer. Mais elle sait aussi ce qu'il faut faire, même si elle n'a pas envie de le faire.
Et en fait, elle est capable de manager tout ça de manière super intelligente. Et en fait, elle arrive toujours à aller de l'avant grâce à tout ça. Je suis très content de l'apprendre et ça renforce l'admiration que j'ai pour cette athlète parmi plein d'autres. Et elle ne s'estimera pas intègre avec elle-même si elle n'a pas fait en sorte que l'adversaire soit dans les mêmes conditions qu'elle, voire dans de meilleures conditions. Elle est venue me chercher par la peau des fesses à Broken Arrow pour me demander si je pouvais prêter mon chargeur de montre à Joyce qui avait perdu le sien parce qu'elle avait plus de batterie et il fallait qu'elle ait sa montre. En fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les injustices et ça en fait une encore plus belle athlète. C'est encore plus admirable. Juste avant de passer à la partie dédiée à comment Marie approche l'entraînement, j'aimerais vous parler d'un partenaire précieux de cette saison 2 du podcast Courir Mieux, Wise. Wise, c'est une marque annécienne constituée de trailers, d'ultra-trailers et d'amoureux des montagnes pour les pratiquants qui partagent la même passion, celle de passer du temps dehors sur les sentiers à explorer ou à s'entraîner. Ils proposent du matériel durable, performant et confortable. Avec Marie, on parle beaucoup de trail court. Et pour ce contexte, un produit que j'adore, c'est le sac Sherpa Race. Il est léger, stable, respirant, avec son dos en mèche aérée. Et ses poches sont pensées pour emmener juste ce qu'il faut sur ces formats-là. Pour découvrir ce sac, rendez-vous au lien présent en description de l'épisode. Et maintenant, je vous propose de revenir à comment Marie construit ses entraînements. Je te propose qu'on passe à la partie de cet épisode sur comment est-ce que tu t'entraînes de manière générale. On va découper, alors je ne vais pas te poser la question comme ça, on va découper en plusieurs sphères de l'entraînement pour essayer de comprendre un petit peu comment tu approches les choses. La première question que je voulais te poser, pour une athlète comme toi qui fait plutôt des formats courts pour l'instant, est-ce que le volume, comment est-ce que tu approches ton volume? Est-ce que ça a autant d'importance que d'autres personnes qui font des formats plus longs? Toi, comment tu l'approches? Est-ce que tu calcules tes heures d'entraînement? Tu calcules les kilomètres? Tu regardes ça? Comment tu approches le volume de ton entraînement de manière générale? Alors de manière générale, en fait, mon volume, j'essaye de faire en sorte qu'il soit cohérent avec l'objectif principal que je me fixe. Donc là, par exemple, pour tout ce qui était Golden Trail Series, la plus longue que j'ai faite, c'était 27. Donc le volume, j'ai pas excédé les 100 km. Mais ouais, non, donc déjà, je fais que de la course, pas de cross-training, que du spécifique. Et en fait, je fais en sorte d'avoir des petits volumes à chaque fois pour pouvoir bien les récupérer. Donc en moyenne 14 km à peu près. Et une sortie longue pour me rassurer et pour prendre les automatismes en termes de nutrition. Donc c'est comme ça que j'ai géré ma préparation en termes de volume. Après, il y a aussi beaucoup de spécifiques qui rentrent en ligne de compte parce que quand tu fais du trail et que ça te passionne, t'aimes vraiment essayer de faire dans de l'ingénierie, on va dire, sans donner des gros mots. Tu regardes le profil, tu regardes des vidéos de comment est la course et tu planifies en fait en te disant « Ok, le profil de la course il est comme ça, donc ça veut dire que mon muscle il va être soumis à tel type de contraction, puis à celle-ci, puis à celle-là. En termes de stratégie, ça va être très raide au début, par exemple, ou ça va être très caillouteux, ou ça va être super roulant. Comment est-ce que j'agence ma prépa pour que j'ai toutes les ressources physio et musculaires qui correspondent pour que je vive le mieux possible la course? Tu as ouvert une porte que je voulais te questionner dessus juste après, donc je rentre dedans dès maintenant. Tu as dit que tu faisais pas de cross-training, c'est-à-dire que tu fais que de la course à pied. Tu fais, si on décortique un peu la course à pied, tu vas faire de la piste, du chemin nature, du cross en hiver, ou quelle forme de course à pied tu fais de manière générale? Alors là, pour tout avouer, j'ai pas vu la piste depuis peut-être avril 2024. J'y suis pas retournée depuis. J'ai fait de la prom parce que du coup j'ai squatté un peu chez Lucie qui fait sa thèse elle à Nice et beaucoup de sentiers parce qu'après sinon j'étais à Font-Romeu ou dans les Ardennes. Donc c'était soit du bitume parce que j'ai aussi fait du coup une prépa semi cet hiver, soit du spécifique montagne. Mais quand je fais du spécifique montagne, par exemple du gravier, je fais aussi pas mal d'intermittents pour garder du dynamisme. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. T'es pas obligé de faire ton fractionné sur une piste. Voilà, non, j'aime bien le tartan, mais quand c'est pas accessible plus facilement, je m'en passe. Et tu disais donc que course à pied, mais tu viens de parler de faire en sorte que ton muscle travaille correctement. Est-ce que tu as quand même intégré de la musculation dans ta planification ou est-ce qu'il y a vraiment que de la course à pied dans les sports que tu pratiques? En fait, j'ai pas fait de musculation, j'ai fait que de la course à pied et la musculation. J'ai fait mes études à Reims, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis partie sur la méthode Georges Hébert. Si tu veux faire du muscle, fais-le en nature. Donc développer avec de
de la petite cassure musculaire en descente et du concentrique, si je dis pas de bêtises, en montée. J'ai un peu du mal avec la gauche et la droite, donc concentrique, excentrique, je m'en méfie comme la peste. C'est à peu près pareil, de sont les deux, je crois. Ça fait mal. J'ai quand même l'impression que l'excentrique fait un peu plus mal que le concentrique. Mais Je pense que l'excentrique, tu t'en veux plus longtemps. c'est exactement ça. On va dire excentrique chronique, concentrique aigu. Ouais, c'est ça. Le concentrique, si tu vas avoir mal pendant que tu le fais, l'excentrique, tu vas dire tout va bien, c'est 3000 mètres super rapide que j'ai fait, j'ai pas mal aux jambes. Mais 3 jours après, en fait, là, tu vas commencer à le payer pendant 15 jours. Comment tu travailles tes intensités? Parce que j'imagine que ce que tu fais, les formats que tu réalises demandent beaucoup de travail à haute intensité. Est-ce qu'ils en demandent tant que ça? Est-ce que tu fais quand même beaucoup de volume au final à très basse intensité également? Comment est-ce que tu approches ces intensités de l'entraînement? Mais en fait, j'ai découpé en plusieurs cycles mes entraînements pour la saison. Donc, avant ma première Golden en avril, j'ai fait, à partir du mois de janvier, un cycle de prépa semi, donc où j'ai fait des fractionnés qui étaient plutôt de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres, avec un échauffement minimaliste et une récup plus que minimaliste pour ne pas excéder les 20 kilomètres de sortie. Mais ouais, j'ai fait plutôt du fractionné long, donc des portions plutôt du 9 minutes, du 6 minutes. J'appelle ça du long, hein, parce que quand tu sors les babines sur 9 minutes, ça paraît être une éternité. Donc j'ai fait ça jusqu'à la fin février. Je voulais préparer le semi-marathon de Nice, mais finalement, je suis tombée malade la mauvaise semaine, donc j'ai skippé l'objectif. Et après, on m'a permis de partir en stage en altitude pendant 3 semaines et quelques à Font-Romeu. Et là, j'ai fait 0 intensité et que du long, que de l'intensité, enfin que de l'aérobie basse et que du spécifique, donc de la montée, de la descente. Et après, par contre, après la Chine, j'ai laissé remonter la pulpe après pour éponger la course, le voyage, et j'ai réduit mon volume d'entraînement à 75-80 km et en mettant plutôt de l'intermittent, donc des minutes 30 et du 30-30 majoritairement, sur du plat. Et après, avant nos lits, j'ai fait des séances plutôt type 3 fois 5 minutes en côte ou du 30-30 en côte, mais plutôt dans l'esprit d'enchaîner et d'avoir un rythme, de monter le cardio plutôt dans l'esprit Véronique Bial, 30-30, que dans l'esprit du 30-30 qui se coule les moustaches. Ok, très bien. Et du coup, là, dans ta réponse, j'entrevois que ton volume, tu le calcules 100% en kilomètres par semaine, pas en durée d'entraînement? Ouais, non, parce qu'en fait, si je calcule en durée d'entraînement, il y a des périodes où je suis tracassée, ou par exemple, je suis pas sur le même type de sol et où je vais aller très très vite en footing. Par exemple, il y a eu une période, justement, juste avant ma prépa semi, à la fin de l'année 2024, où j'étais toujours dans la zone grise. Donc, je sortais des 10 km en 41 minutes, 40 minutes souvent. Et en fait, si je calculais mon entraînement en termes de volume horaire, j'allais au casse-pipe, quoi. Soit j'allais au casse-pipe, soit je me racontais que j'étais désentraînée. Parce que toi, tu as l'impression aujourd'hui qu'au-delà d'un certain volume, tu sens que tu as du mal à récupérer et que tu dépasses ce que tu es capable de tolérer de manière générale? En fait, c'est que la seule fois où j'ai fait plusieurs semaines à plus de 105 km, après, je suis allée à la blessure. Et ça m'a pas apporté de bénéfice, parce que tout ce que j'aurais pu gagner avec ce travail-là, je l'ai pas concrétisé et je l'ai pas assimilé. Et d'une certaine manière, si je me suis blessée, c'est que j'ai pas été capable de l'assimiler. Donc, je me fixe la dose limite de 100 km pour l'instant. Et je pense que cette dose limite, après, j'essaierai de l'augmenter plutôt avec du cross-training qu'avec des chocs en course à pied. Un nom que tu as déjà dû voir apparaître dans la littérature que tu parcours pour ton doctorat, c'est celui de Morin. JB Morin dit un terme que j'aime vraiment beaucoup. Il l'a dit dans les épisodes, les auditeurs peuvent le retrouver en ligne. Il a dit: le premier critère de performance, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que si t'es le meilleur athlète du monde mais que t'es blessé 8 courses sur 10, en fait t'es pas le meilleur du monde parce que t'es pas là le jour J. Et donc ça rejoint ce que tu viens de dire. T'as beau avoir une Ferrari, si t'as pas les clés de contact, tu vas nulle part, hein. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il disait. Donc pour lui, c'est bien beau par exemple d'avoir des volumes d'entraînement gigantesques, mais si t'arrives pas à les transformer en performance, si t'arrives pas à être disponible parce que tu te pètes, comme tu viens de dire, ça sert pas à grand chose ton entraînement. Donc voilà, disponibilité numéro après, 1. tout dépend de l'objectif. Si ton objectif c'est juste de faire des kilomètres et de dire vous avez vu, cette semaine je suis champion de Strava parce que j'ai fait plus de kilomètres que tout le monde, ouais, ok, ça peut marcher, mais si t'as un objectif, non. Ouais, ça marche pas. Disponibilité, je pense que ça fait peut-être du bien à certains auditeurs de le réentendre des fois. Par exemple, à l'ère de Strava où les chiffres,
ils sont rapidement, souvent comparés? Strava, ça peut être un outil formidable pour trouver des contacts, pour avoir des idées de séances, pour trouver des parcours, mais c'est un véritable poison parce qu'en fait, on est tous différents et j'ai vu énormément d'athlètes aller au casse-pipe ou passer à côté de leurs objectifs parce qu'en fait, ils sont détournés sur cette compète complètement inutile et futile qu'est Strava et payante aussi maintenant. Donc, soyez radins, soyez sur vous et vous irez loin. Ouais, ça marche. De manière générale, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 6 ou 7 fois, parce que j'aime pas trop les jours de repos. Les jours de repos, je me sens inutile, parce que je fais pas ce que j'aime le plus. Je suis grognon, parce que j'ai pas mes endorphines. Et en plus de ça, je dors pas, parce que j'ai une dépense physique moins importante, et du coup, je suis pas assez fatiguée, en fait. Donc tu t'entraînes tous les jours? J'essaye. Bon, après, forcément, quand il y a des déplacements, quand il y a des courses et qu'il faut compenser, c'est tout, je mets de l'eau dans mon vin, je prends un peu plus de mélatonine le soir et puis voilà. C'est-à-dire que même après une course comme un Golden, le lendemain, tu vas faire un petit footing, quelque chose comme ça pour, par exemple, te dérouler les jambes? Ça non, quand il y a eu course le lendemain et ça rejoint ce que je te disais pour, je récupère vachement mieux, et je vis vachement mieux l'effort des Golden, je mets plus de récup avant et plus de récup après. Parce que l'effort est plus considérable. Ouais, ok. C'est mon petit côté crâne de Piaf qui voit à la dose, quoi. Ok, super clair. Est-ce que tu décharges régulièrement avec des cycles? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est quand on a besoin, tu as l'impression qu'il faut lever le pied, donc tu lèves le pied une semaine? Comment t'approches ça? Est-ce qu'il y a des semaines plus light? Ouais, il y a des semaines plus light. Alors, le problème de la coureuse, c'est que les cycles ne sont pas réguliers. Donc, faut vraiment être à l'écoute des sensations. Même si c'est toujours bon de mettre une petite croix dans le calendrier en disant à ce moment-là, j'étais moins bien, donc à peu près dans un mois, je serai moins bien aussi. Parler de cycle d'entraînement. Ah oui, comme on avait évoqué mais on va en parler dans 2 j'étais secondes, sur mais ces oui, cycles-là. tu peux embrayer. En fait, les cycles d'entraînement rejoignent aussi ces cycles-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des périodes, c'est sûrement pas à toi que je vais l'apprendre parce que tu es aussi sur une approche science-based. Tu as des moments du cycle qui sont plus propices à faire certains développements. Donc là, je ne saurais plus te les reciter de mémoire, mais tu as des moments qui sont plus propices à l'aérobie, plus propices à l'intensité. Et finalement, ça, le corps, tu le ressens. Et donc, on ajuste les séances d'entraînement dans nos cycles avec papa ou avec le coach. Avec le coach, ça fait plus pro. Et puis comme ça, quand il crie sur les séances, c'est pas oh, papa il m'a crié dessus, c'est le coach il a crié. Avec le coach, on agence, en fait, on a un panel de séances, on sait quel type de travail spécifique on doit caler sur une semaine ou sur une durée ou avant une course, et on fait à la forme du jour, quoi. C'est est-ce que c'est un peu le menu, c'est ok, la carte c'est ça. Tu te sens comment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout en sachant que ça doit être encadré. Tu peux pas dire tiens, le lundi, tu peux pas dire je me sens d'aller faire une séance en côte. Et puis le lendemain, dire je me sentirais bien de faire les 30-30 là. Et puis le lendemain, je me sens d'attaque pour le seuil. Non, on sait qu'il faut toujours encadrer. Jeudi, je suis mort. Ouais, et le jeudi, non, mais en fait, repos. Donc, on a un panel de séances en fonction de l'objectif travaillé. On a une durée type, donc en général, on fonctionne en semaine. On a un canevas qu'on répète sur les semaines en incrémentant la dose ou l'intensité selon l'objectif. Et en fait, à la forme du jour, on place les séances. C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que tu es la première athlète que je reçois qui explique travailler comme ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette espèce de boîte à outils. Tu l'ouvres, dans la boîte, il y a tout ça, il y a tous ces gâteaux à manger cette semaine. Tu veux manger lequel en premier? Et en fonction de ta faim, de ta forme, tu vas manger celui-là ou un autre. Et j'aime bien la comparaison du gâteau parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu aimes bien. Et il faut toujours le garder à l'esprit. Tu aimes les gâteaux, même si ce n'est pas ton préféré, tu vas le savourer. Ça rejoint la question que je vais te poser par la suite. Tu adaptes considérablement tes entraînements à tes cycles menstruels? Ouais, considérablement, parce qu'en fait, j'ai remarqué que si je m'écoutais pas, comme par exemple pendant le confinement, et qu'il y a certains moments qui tombent par exemple à certaines phases du cycle, et qu'il y a une séance et que c'est décidé, c'est inscrit dans le marbre, la séance doit tomber ce jour-là avec ses chronos-ci, ça peut entraîner des états de fatigue latents et chroniques, et c'est pas bon, et tu prends pas plaisir, tu perds en confiance, et c'est surtout que la semaine prochaine, quand tu auras le même type de séance qui reviendra, t'auras pas envie d'y aller. Je pense que tu connais bien mieux la littérature sur le sujet que moi, mais il me semblait que tu avais des athlètes qui étaient très marqués, très sensibles justement à ces besoins d'adaptation au cycle, et des athlètes qui l'étaient beaucoup moins. Et du coup, là, tu es peut-être en train de nous expliquer que toi, tu es dans le panel plutôt très répondante du continuum, on va dire.
si je dis pas de bêtises. Ouais, et je pense que je fais aussi partie du panel très chiant qui aime bien discuter et qui aime être dans la transgression. Donc, on avait dit le seuil le jeudi. Oh oui, mais je préférerais le faire le vendredi. Donc, pour ça, être une fille, c'est parfait. Non, mais je me sens pas très bien là. Je pense que je suis dans un cycle. Le vendredi, ce sera mieux. Il faut bien que ça serve à quelque chose quand même. Hein. Est-ce que tu as des grosses coupures ou des périodes de coupures annuelles? On entend des athlètes qui, par exemple, je repense à Anise Rousset, dont on a parlé en off avant de commencer l'épisode. Dans l'interview que j'ai fait d'Anise, elle disait, elle, qu'elle avait au moins 2 ou 3 semaines dans l'année entière où elle faisait vraiment rien. Est-ce que toi, tu as des périodes comme ça ou pas du tout? Je pense que tu te doutes un petit peu de la réponse, du coup, vu ce que je t'ai dit sur mes semaines d'entraînement et mon aversion pour les jours de repos, donc non. Pas de moment comme ça, parce que pour moi, en fait, ça ressemble plutôt à une privation. Je préfère faire du plus light ou faire des séances que j'ai pas du tout l'habitude de faire, genre aller faire des petits 100 mètres à fond ou des petits challenges comme ça, aller m'amuser sur la piste, mais toujours avec une paire de baskets. Je les mets jamais au placard en disant oh là là, vous m'avez, c'est la coupure post-saison là, vraiment trop content d'être en vacances. Non, c'est pas une approche en fait. Après, je pense que comme dans la famille, on est toujours très sportif et qu'on aime aussi être qu'on a pour habitude d'être super constant. C'est pas rentrer dans les habitudes. Et je pense aussi que les coupures, ça vient avec la pratique. Peut-être que si si j'étais spécialiste de 50 bornes, je te dirais, ouais, je ressens le besoin de faire 2-3 semaines de off complet pour que le corps il se régénère. Mais là, le fait est, à 100 km max par semaine, j'en ressens pas le besoin. Donc, je suis pas fermée là-dessus. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça peut changer, tout peut évoluer. Mais pour l'instant, pas de coupure au programme, juste du chill. J'ai l'impression quand même que les athlètes que j'ai le plus entendu dire qu'ils ou elles faisaient des coupures annuelles, c'était surtout sur des formats plus longs, avec certaines personnes qui disaient presque avoir parfois, après des courses de 100 km, de 100 miles, un dégoût, parce qu'ils ont trop souffert sur la fin et ils ont besoin de cette période de 2 semaines où ils pensent pas du tout à la course à pied. Et peut-être que ça, c'est des choses que tu vis beaucoup moins sur le cours et donc tu n'en as pas forcément besoin, ni même envie, en fait, tout simplement. Ouais, voilà, je pense que quand t'es dans ton truc, quand t'es mordu, et puis quand tu peux enchaîner les objectifs aussi, parce qu'à mon avis, quand tu fais je sais pas, après peut-être que j'aurai des réponses qu'on me contredira, mais je pense que quand tu fais des formats très longs aussi, tu dois faire le deuil de l'événement. Et t'as peut-être un coup de moins bien aussi, où ton corps il est fatigué, l'objectif il est passé, t'as un peu la déprime postpartum qui arrive, si on peut parler de ça, et finalement ton corps il suit plus et tu vois pas l'intérêt, donc c'est sûrement mieux de faire une coupure à ce moment-là. Je sais plus qui disait récemment que, par exemple, les formats longs et ultra, c'est particulier parce qu'en fait, t'en travailles 1 ou 2 par an et c'est the objectif, alors que là, toi, dans la saison, t'as déjà fait combien de courses, tu vois, t'as une approche qui est complètement différente. Cette année-là, elle est chargée, j'avoue. J'ai fait les 3 Golden, j'ai fait les France, j'ai fait la Up. Ouais, j'en suis déjà à 5 courses sur une saison et c'est rare que je fasse des saisons avec autant de courses et c'est pas fini. Mais ça te fait approcher le dossard différemment, j'ai l'impression. Ouais, aussi beaucoup moins de pression. Tu sais que c'est des étapes, c'est en construction en fait. Tu sais que là, t'es au début du feu d'artifice et le bouquet final, c'est pas tout de suite. Tu viens de parler de pression. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu besoin à un moment de faire de la prépa mentale, en dehors de la prépa physique? Alors ouais, je suis passée par pas mal de choses parce qu'il y a un moment, justement, après les mondiaux en 2015, où en fait, c'est un truc, tu vis quelque chose de super fort, t'es jeune, on te met dans les petits papiers et tu te dis, ok, c'est bon, j'y suis. J'ai touché au Nec Plus Ultra et maintenant je suis installée, je suis dans le wagon, on me garde à l'Olympe. Et finalement, en fait, non. Le train, il part sans toi si t'es pas prêt. Même si les gens ils t'aiment bien, même si les sélectionneurs ils ont apprécié être avec toi, même si les copains de Sélec t'as passé des super moments, si t'embrayes pas. Et en fait, tu te sens, excusez le gros mot, mais de toute façon c'est pas le premier du podcast, tu te sens comme une merde chaude parce que finalement tu t'es mis la pression, t'étais la tête à battre et tu t'étais laissé battre comme une merde chaude et finalement t'as l'impression que tu verras jamais le bout quoi. Tu t'es retourné à ta condition de mortel et t'arriveras plus. Et j'ai vécu ça parce que j'avais un volume, je m'entraînais 4 fois semaine pour faire la Sélec en 2015. Et j'ai voulu embrayer tout de suite sur le 3000 mètres steep plutôt que le 2000, parce que cadet 2000, junior 3000. Et en fait, avec Lucie, on n'a pas digéré le volume. C'est normal, en même temps, tu rajoutes un tiers d'effort. Et c'était hyper compliqué. Et il y a eu un gros moment de doute où, en fait, finalement, t'as pris une fessée. T'étais la star, ça passait tout seul. Et puis là, ça passe plus. Et tu prends la fessée à chaque fois. Et finalement, c'est ok, tu kiffes l'entraînement, t'as des objectifs. Mais quand tu mets un dossard, tu vas chercher ta claque.
Et à un moment, on s'est dit, il faut tenter la prépa mentale pour essayer d'inverser le processus. On nous a donné 2-3 ficelles, des préparateurs mentaux qui étaient vraiment super chouettes. On a même tenté l'auto-hypnose. Et en fait, ça n'a pas marché, spoiler. Parce que quand tu te poses déjà beaucoup de questions sur toi-même, tu te poses aussi des questions sur ce qu'on te propose comme solution. Et quand t'es pas prêt, quand t'es pas réceptif, tu te dis, mais en fait, cette solution-là, mec, j'aurais pu la trouver tout seul. Elle est bateau ta ficelle. C'est un outil qui est super, mais si t'es pas prêt à le recevoir, si t'es pas disposé et que tu fais juste ça en mode c'est peut-être le sésame qui peut changer ma vie, non, la solution vient de toi. Il faut que tu te mettes. Alors, je pense que le process de la prépa mentale, c'est quelque chose de très utile, c'est quelque chose de bien parce que tu te rassures aussi sur ta démarche sur ok, je suis vraiment passionnée parce que si je veux que ça marche, je suis capable de mettre en place une espèce de thérapie, une stratégie sur le plan psychologique. Mais la solution, elle vient de toi. C'est que toi qui te dis, ok, t'es pas une petite chose. On m'a dit avant ma première Golden, je crois que c'est Joyce qui me l'a dit justement, et je garderai toujours ça en tête. You're not smaller than anyone else. Si t'es là, t'es pas plus petit que n'importe qui. Si t'as décidé d'être là, tu peux aussi décider de réussir. Et en fait, ça doit vraiment venir de toi et pas forcément de quelqu'un. Et ça a été quelque chose qui t'a grandement aidé comme un espèce de déclic qui t'a aidé à aller en avant. Ouais, voilà, d'aller en avant, de kiffer. Et je pense qu'en fait, de passer sur la course en montagne, je me suis déchargée aussi de la pression de la piste. Parce que ça faisait trop, en fait. Tu sais, je t'ai dit, tu m'as perdu avec tes chiffres sur les podiums. C'était devenu trop. C'était, on fait 3 répétitions de 3 fois 400 à telle allure la première série, telle allure la deuxième, machin. Et si tu fais ça, comme c'est une spé, ça va te prédire tel chrono. Et en fait, ça faisait trop parce que si tu foirais la séance, ça voulait dire que tu foirais ta spé. Ça voulait dire que si tu foirais ta spé, la prédictive, elle te prédisait que tu allais foirer la compète. Mais quand tu doutes de toi, même si ta spé, tu l'as fait bien, qu'est-ce qui veut dire que tu vas forcément réussir ta compète ? Non, c'est pas sûr. Et en fait, ça fait un espèce de Big Bang dans ma tête. Et partir en montagne, en fait, je me suis retrouvée à me dire, ok, c'est juste, avec le gaz que t'as là, tu mets les gaz et tu vois ce que ça donne. Tu as l'impression de vivre moins de pression maintenant sur les courses de trail que tu l'as vécu dans l'athlétisme ? Voilà, moi je trouve, personnellement, ça me fait beaucoup moins de pression. Alors peut-être qu'il y a des gens, ça leur donne des repères et du coup, avoir un cadre, ça fonctionne très bien pour eux. Mais que ce soit piste ou route, je me suis jamais exprimée. J'étais toujours hyper redos, toujours crispée, jamais dans l'instant. En fait, toujours dans l'anticipation de si tu vas plus vite sur ce lap-là, tu pourras te relâcher après. Ou non, t'es allé trop vite. Ou tu t'es endormi, il va falloir aller plus vite au prochain. Là, c'est juste vraiment, tu cours, t'as un point A, un point B et tu le gères. Et tu dois le gérer mieux que les autres si tu veux arriver devant, mais l'important, c'est juste que tu le gères d'abord le mieux pour toi. Est-ce qu'avec Papa Coach, vous utilisez des outils pour suivre un peu ta récupération et ta forme ? Par exemple, un questionnaire, de la motivation, de la variabilité de fréquence cardiaque ? Ouais, alors avec Papa Coach, on utilise la HRV nocturne. Okay. Parce que j'ai une coros. J'ai commencé à dormir avec justement la nuit des championnats d'Europe à Annecy. Et en fait, j'ai dormi avec parce que j'étais dans le gaz et j'ai complètement oublié de la retirer. Et en fait, elle m'a pas gênée. Et c'est un outil après que j'ai commencé à affectionner et je le trouve très fiable. Et du coup, on se base beaucoup là-dessus pour adapter. Tu vois vraiment des relations entre le moment où tu es éclaté et par exemple des chutes de VFC nocturnes prédites par la montre ? Ouais, et c'est souvent, par exemple, tu vois, souvent la suite des jours de repos, ma VFC est beaucoup plus basse parce que j'ai pas sollicité mes systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques comme d'habitude. Quand je change d'endroit aussi, souvent ça me le fait. Donc quand je suis arrivée en Chine, là la VFC elle s'est cassée la gueule. Quand je voyage pour les manips, parce que je transitais de Nice à Marseille pour mes manips sur la prépa semi, à chaque fois que j'arrivais à Marseille, ça se cassait la gueule. À Broken Arrow, ça s'est cassé la gueule le premier jour où je suis arrivée, mais après c'est remonté très vite, donc signe que tous les voyants étaient ouverts. Et aujourd'hui, j'ai eu des sensations pas exceptionnelles et la VFC était pas terrible. Mais j'évite de la regarder les matins de course pour pas qu'il y ait un effet... pour garantir un effet, un aveuglement sur le participant, je regarde pas ma VFC avant la course, je la regarde après. Et ça permet d'expliquer certaines sensations, mais aujourd'hui, elle était en dessous, elle était réduite. J'allais te demander si tu la regardes pas avant les courses, mais du coup, t'as répondu parce qu'effectivement, ça peut te biaiser. Tu te réveilles le matin de la course, déjà, t'as moins bien dormi, t'es stressé par ton événement, t'as que ça en tête depuis des jours, et tu te lèves, en plus, ma VFC, elle est basse. Donc forcément, c'est l'excuse, c'est quoi. Il manque plus que ça, tu as un petit coup de moins bien dans la course, la VFC pas bonne, chaos technique, non. Allez, c'est bon, clignotant, on arrête.
Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à trouver ton équilibre entre ta vie professionnelle de doctorante, ta vie personnelle, parce que tu as certainement des activités personnelles à côté, et ta vie sportive? Tu as trois balances à équilibrer. Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre? Est-ce que c'est grâce à ce que tu as dit, à savoir que tu n'as pas énormément de volume par semaine? Est-ce que c'est autrement, avec des petites stratégies que tu as mises en place? En fait, déjà, j'ai pas énormément de volume, donc mon entraînement me met pas sur les rotules ou m'épuise pas ou me prive pas d'opportunités sociales. L'autre chose, c'est que le monde est quand même vachement bien foutu. Quand tu fais de l'athlé depuis longtemps, que t'aimes le sport et que t'es curieux, tu t'entoures de personnes qui sont sportives et finalement, tu gardes toujours un lien social. Que ce soit sur les compètes, parce que tu es content d'aller retrouver des gens que tu connais et qui te rappellent des bons souvenirs et avec qui tu partages des choses en commun, que ce soit sur les entraînements ou même que ce soit sur les lieux communs, en fait, des gens que tu connais pas forcément. C'est déjà arrivé sur Nice que je sois complètement de mauvais poil, qu'il fasse pas si beau que ça, que j'aille courir, j'ai pas de jambes. Et puis finalement, tu croises la petite dame qui fait toujours sa course entre midi et 2 et elle te dit bonjour, elle a l'air toute pimpante, toute contente et toi, ça te donne le sourire. Et rien que ça illumine ta journée et ça te permet après d'avoir la pêche pour faire plein d'autres choses. À côté de ça, je lis et puis le fait d'avoir les études à côté, c'est des études qui sont en sciences du sport, donc j'ai toujours un pied dans l'idée de qu'est-ce que je peux lire pour avoir des billes sur l'optimisation de la perf. Mais tu as aussi quand même ces autres centres d'intérêt qui sont tout aussi passionnants et qui te permettent d'avoir une petite soupape, de penser à autre chose. Puis à côté de ça, tu as la famille et tu as les amis qui font autre chose aussi, qui ont rien à voir avec l'athlé et avec qui tu partages tes souvenirs d'enfance, avec qui tu partages des autres projets sur le long terme. Et ça permet de jongler en fait et d'avoir toujours un flux de nouvelles choses et pas ressasser toujours soit un objectif, soit un échec, soit prendre la grosse tête parce que tu te gargarises sur un objectif que tu as réussi. Tout ça en fait, ça permet de recycler en fait chaque jour les pensées. Est-ce que tu as une alimentation particulière, un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu surveilles ton alimentation avec un suivi très fin des quantités que tu manges, à quand est-ce que tu les manges, etc.? Alors, j'ai une alimentation plutôt psychorigide. J'ai mes grains, j'ai mes idées construites que je sais pas bonnes du tout. Par exemple, contrôler sa quantité de glucides pour en avoir pas trop, mais pas assez. Et aussi, catégoriser un peu comme mauvais les matières grasses. Donc c'est des choses que je surveille. La junk food, j'ai une aversion plus que particulière pour la junk food, donc jamais tu me verras un McDo ou un Burger King, même si c'est la dernière chose qui peut être mangée sur Terre. T'es pas choqué quand je t'ai dit que ce soir je mangeais une pizza? Non, parce que les pizzas, justement, j'aime beaucoup les pizzas. Alors oui, pas la stapsienne ou pas la raclette ou pas la viandarde, mais c'est pas des pizzas ça. Mais à Noli, j'ai mangé pizza le 2e jour, pizza le 3e jour, pizza la veille de course, pizza le lendemain, pizza le soir de la course. Pour moi, finalement, si la pizza elle est de qualité, il y a rien de mauvais. Et en plus de ça, t'as le caractère social de la pizza. Bon, ce sera plus compliqué si c'est le caractère social de la raclette, ou alors tu me gardes que les patates. Tu es diététicienne également, c'est ça? Du coup, ça, dans quelle mesure tu as l'impression que c'est venu peut-être encore plus renforcer ta psychorigidité sur l'alimentation, ou au contraire, ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien, mais je me rends compte qu'en fait, je suis un âne batté et qu'il y a certaines choses, en fait, je l'ai appris, je dis aux gens qu'il faut le faire, mais moi, je suis pas capable de le mettre en place. Donc, augmenter les glucides, c'est compliqué pour moi. Un jour de repos, je vais plutôt avoir tendance à me replier, oh mince, sur des patates douces, que sur des pâtes. Pour moi, c'est connoté, les pâtes, c'est le jour de la course. Le riz, c'est les jours de course. C'est compliqué. Par contre, le palier que j'ai passé très facilement, c'est les protéinés, les suppléments protéinés, les poudres protéinées. Alors, j'utilise pas comme... Ça m'intéresse à fond, là. Je suis très chaud qu'on en parle. J'utilise pas comme la plupart des gens les utilisent, donc en shake, mais j'ai un petit côté bec sucré et je suis assez gourmande. Et en fait, dans un fromage blanc, la poudre de protéines, ça passe vraiment super bien. Donc, à raison, dans ton fromage blanc, 100 grammes de fromage blanc, tu mets 10 grammes de protéines. Si tu veux quelque chose, là, en été, si tu veux quelque chose qui ressemble à une glace, tu mets 10 grammes de caséine et tu le mets tout au fond du frigo au max, t'as presque un sorbet, quoi. Et ça m'a aidé à passer un cap, je pense, en termes de récup et aussi sur le passage trail, prise de masse
avec prise de masse sur du travail spécifique, je pense que ça m'aide pas mal. Parce que, j'ai de l'appétit, mais augmenter les doses et manger 200 grammes de poulet par repas, en termes de budget, c'est pas terrible. Et en termes de confort digestif, c'est pas génial non plus. Je suis ultra content que tu abordes le sujet parce que j'ai l'impression, si je vulgarise, et là je fais ça au dos mouillé, il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce que je te dis, j'ai l'impression que tu as 3 niveaux dans les individus de manière générale dans les sportifs. Tu as le niveau 1 avec l'alimentation, c'est bon, je m'en tape, je mange un peu tout. Le niveau 2, c'est je fais gaffe à ce que je mange en glucides, je mange des pâtes et du riz parce que c'est important les glucides. Et le niveau 3, le plus haut, c'est je fais gaffe à mes protéines. Et j'ai l'impression que dans les sports d'endurance et dans le trail, c'est souvent sous-estimé l'importance des protéines, alors que c'est ultra crucial. Et là, tu viens de reparler. Là, en fait, j'étais enragée parce que du coup, comme là, j'étais ici en particulier pour la montée sèche, je me suis dit, t'as changé ton petit déjeuner sur les veilles de course, par exemple, ou sur le matin de la course pour les Golden, tu t'augmentes ta quantité de glucides. Mais est-ce que là, c'est pertinent d'augmenter la quantité de glucides si tu es juste sur une montée où finalement ton cardio il va être au taquet, mais en termes musculaires, tu vas quand même avoir une demande accrue et où tu vas devoir être très vigilant parce que protéines, c'est plutôt accoquiné à tout ce qui est vigilance et disponibilité psychologique, enfin disponibilité mentale, même si c'est les glucides qui gèrent la barque sur la majeure partie. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'alimentation type d'une course verticale? Et en fait, je n'en ai pas trouvé. Donc, je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus. Mais les protéines, non, faut pas les négliger quand on est trailer parce que c'est un facteur de récupération principal. Et si on épuise nos stocks de lipides, si on épuise nos stocks de glucides, après on va taper dans nos protéines. Et ça, il faut absolument le considérer, quoi. Si on veut pouvoir aller de l'avant et pas être des gros déchets et ne pas tomber sur les toilettes le lendemain d'une course, si on veut quand même être capable d'avoir un peu de décence et de se poser gentiment sur ces toilettes suspendues, les protéines sont à prendre en compte. Ouais, et d'un point de vue santé, on peut en parler, mais dans l'avancée en âge, on se rend compte qu'on a des personnes qui, vieillissantes, ont de manière générale, dans la population générale, en dehors des sportifs, déjà la majeure partie des gens sont un peu en dessous de mémoire de ce que j'avais lu là-dessus, un peu en dessous des besoins en protéines, et quand tu regardes sur les personnes âgées, c'est encore pire, donc les protéines, c'est sous-estimé alors que c'est crucial. C'est sous-estimé. Le monde, je te disais, pour l'athlète, le monde est bien foutu, mais là, pour tout ce qui est de ce qu'il en est du vieillissement, le monde est mal foutu. Parce qu'en fait, tu perds en appétit, tu perds en capacité de création de masse maigre, voire tu deviens incapable d'en créer, et tu perds aussi en capacité de synthèse de tes protéines. Donc tu devrais manger beaucoup plus de protéines que ce que tu en as envie ou que ce que tu es capable d'en ingérer. Et c'est ça qui conduit après à la sarcopénie ou à la dynapénie, donc perte de masse musculaire et perte de puissance musculaire. C'est ça qui fait qu'après, tu tombes, t'es plus capable de faire tes activités quotidiennes et il faut qu'on te mette en institut de soins et finalement, on te met dans un mouroir, quoi. Et t'es pas bien. Et donc, les protéines, c'est pour ça qu'il faut trouver des stratégies. Et moi, je conseille à toutes les personnes âgées ou toutes les personnes qui ont un petit appétit qui nous écoutent et qui ont du mal à matcher leurs recommandations de protéines, d'enrichir tout ce qu'ils peuvent, enrichir les soupes, enrichir les yaourts. Puis finalement, ça nous donne une carte en plus pour maximiser les saveurs. Appel aux gourmets, proposez vos recettes enrichies. Je pense qu'à part Guillaume Millet, il n'y a pas de personne âgée qui m'écoute. Est-ce que tu peux nous parler de macro-micro-dodo ? Alors, macro-micro-dodo, là, c'est un petit peu en stop parce que c'est un projet qu'on avait avec Lucie de vulgariser en fait des connaissances scientifiques et qui pourraient aider les usagers, athlètes ou non athlètes, à avoir plus facilement les bases du bien manger. Donc le bien manger, c'est d'abord le manger sain, mais après c'est aussi le manger malin en ajustant en fait ce qu'on met dans son assiette à ce qu'on fait et à ce qu'on veut faire. Parce que ça paraît, pour la plupart des sportifs qui ont un objectif de performance, ça paraît basique d'avoir dans son assiette la protéine, le glucide et les fibres à chaque fois. Mais en fait, tu te rends compte quand tu regardes les plateaux des gens au self ou quand tu regardes le tapis roulant sur les courses que finalement, c'est pas automatique. Ces connaissances-là, les gens les ont pas. Et elles sont faciles à trouver, mais il faut les chercher. Et quand t'es dans la vie active, t'as pas forcément le temps. Et macro-micro-dodo, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est vulgariser, rendre
rendre pratique, rendre accessible les contenus qui sont un peu pointus et qui peuvent être super utiles. Ça me fait sourire ce que tu dis parce qu'il y a très peu de temps, j'ai écrit un petit article de vulgarisation pour le journal Relance sur analyse d'un ravito sur une course de trail. Et est-ce qu'on trouve ce dont les athlètes ont vraiment besoin sur une course de trail? Et en fait, tu te rends compte que la plupart du temps, les premières choses que tu trouves, c'est des chips, du saucisson, du fromage. Et si c'est peut-être très réconfortant et c'est très français. C'est peut-être ce dont tu as envie, mais ce n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Ouais, c'est Même peut-être si à très un certain chauvin. moment, l'intuition du corps fait que tu as envie de ce dont tu as besoin. Mais quand la malbouffe s'en charge, les neurones orexigènes peuvent aussi te détourner du chemin de la raison. Je pense que ça, t'es assez calé là-dessus. Non, je pense pas. J'ai un tout petit peu lu là-dessus. La dernière question que je vais te poser de cette partie sur comment tu t'entraînes, c'est quelle est la place de la science, toi, dans ton approche de l'entraînement? Tu viens de dire tout à l'heure que tu aimais bien lire pour savoir ce que tu pouvais optimiser dans ta perf. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais très souvent pour lire des papiers pour savoir la séance quasiment du soir que tu vas réaliser, ou j'exagère un peu mais c'est l'idée? Ou est-ce que tu essayes de déconnecter les deux en faisant par exemple plus confiance à Papa Coach? J'essaye de faire plus confiance à Papa Coach, mais il est aussi très curieux. Et on discute beaucoup, donc quand je vois des nouveautés qui sortent, on en discute pas mal et on a une approche assez terrain. On aime bien tester des choses. Et puis après, justement, dans mon équipe de recherche, j'ai Grégoire Millet qui est très calé sur l'entraînement, sur tout ce qui est hypoxie. Et par exemple, pour la Chine, je lui ai écrit en lui disant, voilà, le stage d'entraînement touche à sa fin, je connais la date de départ en Chine, c'est toi le spécialiste, quand est-ce que je dois redescendre en plaine pour préparer la course au mieux? Et il m'a répondu dans le quart d'heure, on était un week-end, en me disant, écoute, voilà, avec les faits, avec la science, tu dois redescendre le 10 avril, ta semaine d'entraînement, tu l'as construit comme ça, tes impacts, tu dois répartir les impacts comme ça avant la course, pour le voyage, tu te prépares comme ça, et en fait, ça m'a déchargée. Je savais qu'il y avait une connaissance scientifique indéniable, voire divine. Grégoire, il fait quand même partie des meilleurs, je pense. Je pense que là, on est dans l'Olympe des H-index et de ce domaine-là. Et en fait, ça m'a beaucoup déchargée. Tu sais, tu disais prépa mentale, tu disais diététique. On parlait aussi en off du staff kiné et d'avoir des personnes de référence en fait qui ont leurs compétences à elles. Et ça a été super important parce que j'ai pas passé mon temps à me faire du mouroir en me disant oh là là, je suis partie en altitude, mais je suis redescendue là, j'ai le décalage horaire, j'ai des conditions qui vont être différentes. Non, je savais que ça allait bien se passer, même la VFC, limite, je l'aurais pas regardé parce que j'avais les conseils d'un scientifique. Tu viens de mentionner quelque chose, en fait, tu en as parlé plein de fois depuis le début de l'épisode et j'ai oublié de te demander, donc je l'intègre dès maintenant. Tu sembles faire beaucoup d'entraînement en altitude. Tu as parlé de fond romeu régulièrement, tu es ici, c'est un centre d'entraînement en altitude. C'est quelque chose que tu intègres vraiment très souvent à ta saison d'entraînement? En fait, cette fois-ci, ça revient, le monde est bien fait. J'aime l'entraînement en altitude. Je suis partie pour la première fois en 2020. J'étais bonne répondante. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis tout aussi cet agencement du stage avec la première semaine où t'es plus cool, où tu augmentes les durées, puis les intensités progressivement, où t'as ces diminutions de l'intensité, ces augmentations du temps de récup, et aussi sentir que ton corps s'adapte, ça te donne une certaine utilité sur ton état de forme et sur ta capacité à t'adapter. Et ça, je trouve que c'est déjà assez épanouissant en tant qu'athlète. Et donc, le monde est bien fait. Si tu fais de la montagne et que tu veux du spécifique, en général, c'est à la montagne que tu le trouves, donc de fil en aiguille. Si je veux m'entraîner en montagne, faut que j'aille m'entraîner en altitude. Donc, c'est aussi pour ça que ça revient très souvent dans l'entraînement. Ouais. Après, tu disais que tu étais souvent à Nice, autour de Chambéry, des coins comme ça. T'as de la montagne sans altitude, hein. Je suis à côté de Chambéry, à 300 mètres. Chambéry, je t'avoue, j'ai dit je suis à côté de Chambéry, mais ça va être nouveau pour moi. Ce sera qu'à partir de ce mois de septembre où je serai fixe là-bas. Donc, si t'as des parcours, je suis preneuse. Je serai au Tremblay, donc ce quartier de la Motte-Servolex, qui est en fait un hameau de la Motte-Servolex, hein. Mais le petit côté rural me va très bien. Je pense que vu ton niveau de course, il vaut mieux sur place que t'ailles courir avec Thomas Cardin qu'avec Cyril Forestier, à mon avis, autour de Chambéry. Parce que... Pour s'adapter, même, il y a quand même 300 mètres d'altitude. Il faudra peut-être que j'adapte un petit peu les intensités au début. Que tu t'acclimates, c'est ça. Non, mais c'est... L'altitude et l'entraînement en montagne, c'est quelque chose qui me plaît. Et je trouve aussi que l'environnement, en fait, tu te poses dans ta prépa.
T'as ce côté cocon, t'as ce côté paisible. Et puis, enfin, il y a quand même quelque chose qui est pas discutable, c'est que à ton niveau de performance, déjà quasiment tout le monde a fait des stages d'altitude. Je dis pas que les personnes que je croise depuis tout à l'heure, mais il y a les plus hauts niveaux des Golden Trail World Series qui passent par ici, il y a les plus hauts niveaux des courses en montagne qui passent par ici, comme à Font-Romeu. Donc je pense que c'est quelque chose à ton niveau, si tu le faisais pas, ce serait tirer une balle dans le pied. Ouais, ce presque. serait du auto-handicap. C'est un levier que tu peux pas négliger, c'est hyper important. Le Science et Vie de 1992 le dit. Il y a un intérêt à faire des stages en altitude. On le savait en 92, ça a pas trop changé, j'ai l'impression, en 2025. On le savait, maintenant on en est certain. Écoute, je pense qu'on a largement fait le tour de comment tu t'entraînes. Je te propose quelques questions que j'aimerais aborder avec toi pour conclure. Juste un petit peu sur, je te l'avais promis en début d'épisode, parler un petit peu de ton arrivée sur les circuits Golden Trail Series, parce que pour être tout à fait transparent, j'avais vu pour la première fois ton nom dans la sélection de l'équipe de montagne à Annecy, en Europe. Mais le moment où j'ai vraiment revu et où on a vu Marie Nivet un petit peu plus à haut niveau, c'est sur les Golden 2025. La première question que je voulais te poser sur ce passage un petit peu entre des courses plutôt de montagne et là le circuit Golden, c'est est-ce que en termes de concurrence, tu as l'impression que tu as vécu un gap de performance entre les gens que tu t'es retrouvé à confronter? Est-ce que ça n'a pas changé grand-chose? Est-ce que c'est pareil? Parce que les Golden, c'est quand même le plus haut niveau du trail court. Ouais, si, j'ai vécu un gap plutôt agréable parce qu'en fait, je me voyais pas matcher avec ces filles-là. Et finalement, j'y étais et plutôt à l'aise. Donc, c'est des points de confiance que j'ai pris pour la saison et aussi en ma capacité à durer sur les épreuves plus longues. Et ouais, on peut dire qu'il y a eu un gap. Qu'est-ce qui t'a fait aller sur les Golden? À quel moment tu t'es dit, allez, je pars en Chine faire cette épreuve? Déjà, l'envie de voyager et puis aussi l'envie de mettre un pied dans un circuit agencé, structuré, parce que finalement, le dossard, il fallait le désacraliser. Et le meilleur moyen et le moyen le plus kiffant que j'ai trouvé de désacraliser le dossard, c'est de m'inscrire sur un circuit, en fait, où tu sais qu'il y a un aspect stratégique et où tu vas devoir gérer les courses et où finalement, faut pas se mettre de pression sur la première parce que tu débutes, t'es le rookie, et puis il faut voir où tu te situes. Et puis la manche d'après, finalement, faut pas la jouer à fond, faut pas la jouer y aller à tombeau ouvert parce que t'as que 3 semaines de récup depuis ta première. Et finalement, en fait, te dire, même en les gérant, je reste à ce niveau-là et qu'en fait, des courses avec un protocole qui ressemble à un protocole de championnat, avec une chambre d'appel, avec une arrivée sur un lieu de compétition, avec des recos, en fait, ça devienne habituel et même plaisant. C'est quelque chose que tu n'avais pas vécu avant? Non, avant, en fait, je cristallisais beaucoup sur l'objectif fédéral, donc les championnats, les sélects, le maillot, et ça faisait beaucoup de pression et beaucoup de risques que je passe à côté. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été dur à gérer dans ta transition un peu sur des formats un peu plus courts et un peu plus longs avec une adversité un petit peu plus élevée, ou est-ce que ça s'est passé super smooth tout en douceur? Ça s'est passé super smooth, je pensais pas du tout et la première est passée super smooth et je pense que j'ai aussi tellement aimé que psychologiquement ça a beaucoup suivi et j'avais envie d'en refaire. La preuve, Broken Arrow était pas sur mon programme parce que je voulais me préserver pour les France. Et finalement, virage à l'angle droit, Broken Arrow, j'en dormais plus pendant 3 jours, en fait. Après Noli, je dormais plus parce que je me disais, en fait, je veux aller à Broken Arrow. Mais je veux aller à Broken Arrow, mais est-ce que c'est pas une connerie? Mais je veux aller à Broken Arrow. Mais est-ce que c'est pas une connerie? Mais je veux aller à Broken Arrow. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai dit au papa coach, bon, écoute, là, il faut qu'on discute, je veux aller à Broken Arrow. Comme on ajuste. On a parlé d'autres choses en off qui, je pense, qui est important à discuter ici. Médiatiquement, les Golden Trail World Series, c'est pas la course en montagne. Le trail court, le trail long, c'est pas la course en montagne. Et il y a, de manière générale, je trouve une sous-exposition des épreuves de course en montagne et une exposition très forte. Je veux pas dire surexposition, une exposition en tout cas très forte sur les formats plus trail long, ultra et trail court. Encore plus avec le Golden. Est-ce que ça a été dur à gérer, cette pression, peut-être ce point médiatique qui a pu arriver sur toi, ces projecteurs qu'on peut arriver sur toi là? En fait, non, parce que comme je suis arrivée, je pense qu'au début, les Golden, c'était peut-être un peu moins médiatisé. Là, ils ont un process qui est vraiment très bien rodé, avec des gens super compétents aux manettes pour tout ce qui est communication. Ils font un travail de dingue. Je pense qu'ils sont plus épuisés que nous à la fin des manches. Mais en fait, ça n'a pas été une pression, ça a été que du bonus. Parce que moi, j'arrivais pas avec une étiquette de leader. J'étais la petite débutante, la petite française qui venait faire son tour d'essai. Et finalement, moi, je me disais, c'est que du bonus parce que ça te fait du contenu, quoi. Papa coach, il est super, c'est un entraîneur génial, c'est un papa incroyable. Mais en termes de photographe ou de filmographe, sur les séances, il est très nul.
Je suis désolée. Donc, en une manche des Golden, j'ai fait plus de contenu que sur les 10 dernières années en termes d'exploitation de mon compte Instagram. En tout cas, ça n'a pas l'air de t'avoir pesé Non, 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 particulièrement. ils font les choses très bien, ils sont pas intrusifs et ça, c'est chouette parce que tu cours, t'es athlète et après, on te dit, bah, tiens, voilà tes photos. C'est quoi tes projets à court terme, là de suite? Les Golden, les mondiaux, les Golden et les mondiaux? Ouais, bah, c'est ça, c'est le maxi best-of, Golden mondiaux. Là, de la relâche parce que le décalage horaire, l'altitude de Broken Arrow, plus l'altitude de Val d'Isère, la pression que je me suis mise quand même parce que c'était un événement qui comptait pour moi, la montée-descente et la montée. Là, il va falloir relâcher. Et après, si la physio elle a bien récupéré, et en tout cas le mental il est déjà focus dessus, faire encore une manche des Golden en Autriche, tout début août, et après partir sur un cycle plutôt développement des intensités pour être d'attaque et le couteau entre les dents à Canfranc. Et après, juste Canfranc servira du dernier gros impact avant les finales des Golden. Et du coup, on a parlé du court terme. À moyen terme, est-ce que tu te vois petit à petit, par exemple 2026, switcher complètement sur les formats Golden et que ce soit ton format de prédilection? Je pense que ça deviendra mon format de prédilection, mais je voudrais jamais bouder le maillot de l'équipe de France, donc j'ai aussi en ligne de mire les Europes qui sont début juin prochain. C'est marrant parce que c'est peut-être la culture athlétisme qui fait que des fois il y a un attachement au maillot de l'équipe de France plus fort que des fois des personnes qui viennent purement du monde du trail où il y a moins, des fois j'ai l'impression, cet attachement au maillot. Oui, je pense, puis ça donne aussi du crédit, ça donne de la valeur parce que tu es pas un athlète professionnel ou tu es pas juste un athlète qui vient te faire de la visibilité ou essayer de faire du picaillon ou de chercher des sponsors sur des courses qui sont du circuit pro. Tu fais tes preuves sur les deux. Tu joues le jeu et de la fédé et tu te plies aux règles du circuit professionnel et ça permet de garder les pieds sur terre parce que sinon, quand tu es installé dans un circuit professionnel qui peut être un petit monde, bah, tu penses que tu es arrivé en fait. Mais les filles qui sont là et qui veulent te mettre ta calotte et qui sont prêtes à chaque fois à démarrer au quart de tour, bah, il y en a plein en France et il y a de l'adversité. Il faut aussi aller se confronter à cette adversité-là. Et du coup, tes envies pour la suite sportivement, ce serait quoi? Tu te projettes comment dans ta carrière sportive, professionnelle, chercheuse en sciences du sport? Les deux? Parce que c'est pas incompatible, je pense. Bah, c'est pas incompatible, donc j'aimerais bien pouvoir allier les deux. Je discute beaucoup avec Grégoire Millet justement de ça parce que lui, il arrive à lier les deux. Il fait des études sur des coureurs en montagne, sur des coureurs de trail, sur des courses d'ultra-endurance. Et j'aimerais qu'à terme, je puisse lier les deux comme ça et que si, par exemple, il y a une course où je suis pas athlète, ben, je sois là pour de la data collection. On va arriver à la conclusion de cet épisode, on est à la fin. Juste avant, je voudrais te faire un petit crochet par la rubrique Gollum, mais la lumière sûre. Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir mieux. Et chaque semaine, les auditeurs ils peuvent poser une question à l'invité que je vais recevoir. Ça, c'est pour toi. Il y a une personne qui a posé la question, c'était la première, et je me suis dit, je regarderai même pas les autres, je la garde celle-là. Est-ce que tu peux nous faire un espèce de simulacre de ta thèse en 180 secondes? Ouais, alors c'est parti. Donc, en ce moment, on fait face à une augmentation de l'espérance de vie qui est plutôt impressionnante, comme l'augmentation du nombre de coureurs et de finishers de trail dans ce domaine-là. Sauf qu'on a une augmentation de l'espérance de vie qui n'est pas forcément corrélée à une augmentation de la qualité de vie. Et la qualité de vie, finalement, c'est être capable de faire tout seul les choses qu'on aime, être capable de se lever le matin sans avoir mal partout, comme si on venait de finir l'UTMB. C'est tout ça. Et en fait, moi, l'objectif de ma thèse, c'est de trouver un protocole d'entraînement qui va permettre à nos seniors de conserver cette qualité de vie le plus longtemps possible. On sait qu'il faut faire du sport, que, comme pour le mal de dos, le traitement c'est le mouvement, il faut bouger. Mais actuellement, les exercices qui sont préconisés, c'est des exercices d'aérobie qui sont longs, qui sont à intensité basse. C'est pas du Véronique et Davina, c'est pas de la gym tonic. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la motivation. Quand on est vieux, qu'on se lève, qu'on est fatigué le matin, que le programme télé nous plaisait pas, on n'a pas envie d'aller marcher pendant 1h30. Donc les gens, ils se sont dit comment on fait pour que nos petits vieux, ils aient envie de bouger et qu'ils puissent bouger. Est-ce que c'est possible qu'ils puissent faire des exercices à haute intensité? C'est faisable. Ça demande beaucoup moins de temps. Tu te rentres dans la peau pendant une petite durée, mais tu sais que ça va te permettre après de faire tout ce que t'aimes. Donc, c'est le levier motivationnel, il fonctionne très bien. Et d'une autre part, il y a des gens qui se sont dit, si on veut pas les faire bouger plus fort,
si on veut pas qu'ils se rendent dans la peau, est-ce qu'on peut les mettre en hypoxie, donc les soumettre à un stress environnemental pour que l'impact, la demande mécanique, la contrainte soit moins forte pour une sollicitation plus élevée. Et ça, c'est faisable aussi. Mais il y a personne qui s'est dit, si on essayait de mettre les deux ensemble, est-ce que ce serait pas plus bénéfique ? Et donc, moi, c'est le travail de ma thèse, essayer de voir comment on peut développer un protocole d'entraînement à haute intensité sous un stress hypoxique, donc avec moins d'O2, pour que nos personnes âgées, elles matchent les recommandations d'activité physique et qu'elles soient capables de conserver une fonction musculaire, une fonction cardiovasculaire, une fonction physiologique et aussi une fonction cognitive qui tient la route et qui leur permettent de rester autonomes, en bonne santé et de faire ce qu'ils aiment au quotidien le plus longtemps possible. Super. Est-ce que du coup, tu es en train de nous dire que tu prends des personnes âgées et tu leur fais faire de la zone 5 sans oxygène ? Non, parce que j'ai passé le comité éthique, donc j'essaye d'y aller de manière un peu plus prudente. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos personnes âgées dans un scanner, on leur fait faire des répétitions de sprint sur un muscle isolé et on analyse la réponse de leur métabolisme, donc notamment en termes de phosphocréatine, donc ce qui est le carburant privilégié pour les efforts à haute intensité sur une courte durée. Et on essaye de voir comment la haute intensité impacte cette phosphocréatine, donc sa déplétion et sa resynthèse, par rapport à des personnes jeunes, sur un milieu avec un taux d'oxygène normal, donc niveau de la plaine, et en altitude. Et en fait, on compare tout ça pour voir quelles sont les différences entre les jeunes, les âgés, l'hypoxie, la normoxie. Et ensuite, on va mettre en place, à partir de là, un protocole chronique sur le long terme pour définir les effets. Mais là, on en est plutôt à la partie tâtonnement, comment on ajuste les doses. Super clair. Je te propose 4 petites questions pour conclure qui seront assez rapides. Est-ce que tu as un objectif à long terme, quelque chose qui te fait rêver dans le sport ? Décrocher une banderole en premier sur une Golden Trail Series ou sur un championnat international, ça me plairait. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs et auditrices retiennent de toi ? Restez sur vous, parce qu'en fait, à chaque moment où ça n'a pas marché dans ma carrière sportive ou dans ma carrière perso, c'est parce que j'ai regardé ce que faisaient les autres et ça m'a détourné de mes objectifs à moi et ça m'a conduit à l'échec. Donc restez sur vous, sur vos objectifs et vos envies. Peu importe si c'est bien perçu ou mal perçu, faites ce que vous avez envie de faire. Dernière question de Margot, qui participe à la réalisation de ces épisodes de Courir mieux depuis longtemps dans l'ombre. Pour conclure, qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui ? Mon éducation et mes expériences, mes réussites, mes échecs et les personnes que j'ai côtoyées. Parce que là, j'ai parlé d'athlètes que j'admirais, mais j'ai pas parlé d'une qui me donne le sourire à chaque fois quand j'en parle. C'est Adeline Martin, la traileuse. Et je pense que mon approche et mon affection pour le trail, elle est aussi beaucoup liée à Adeline, qui a été ma roommate sur ma première sélection et qui est une personne vraiment que j'adore. Et elle m'a aussi formatée avec sa philosophie. Et je pense que c'est ta carrière fait de toi l'athlète que tu es au jour que tu vis à l'instant. Marie, je vais encore te garder quelques instants pour la partie Patreon, pour des quelques questions supplémentaires, mais pour l'enregistrement tout public, on va s'arrêter ici. Je voulais te remercier encore sincèrement du temps que tu as accordé au podcast. C'est super. Un bon moment. Pour toutes les personnes, vous pouvez suivre Marie Nivet avec le lien qui est disponible en description de l'épisode, sur Instagram par exemple, à moins qu'il y ait d'autres réseaux privilégiés, mais il me semble que... Je crois que Instagram, c'est... Parfait. Ouais, de toute façon, j'ai pas l'abonnement Strava, donc je vous conseille pas. Super, et du coup, on a hâte de suivre la suite de ta saison 2025 sur les Golden et peut-être sur les mondiaux si tu es effectivement sélectionné. Voilà, normalement, à partir du 22 juillet, on saura. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Marie Nivet. Tout d'abord, je remercie Fort Endurance, partenaire nutrition de la saison 2 du podcast Courir mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité, dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la littérature, avec des choix autant pour les entraînements que pour la récupération. Et puisqu'on en parle, parmi les produits que j'apprécie particulièrement, je vous invite cette semaine à découvrir leurs nouvelles protéines végétales. Comme on l'a discuté dans l'épisode, les apports protéiques au quotidien sont importants, même pour les athlètes d'endurance. Et une portion contenant 25 grammes de protéines, c'est un bon moyen d'augmenter ces apports quotidiens facilement. Pour découvrir ces protéines végétales, je vous invite à utiliser le lien présent en description.
Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2, Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez aussi des codes promo pour la plupart d'entre eux. N'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Lucie où on parle entre autres de sa relation aux médias et de sa séance d'entraînement favori qu'elle nous invite à essayer. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. La semaine prochaine, on se retrouve pour un Scientific Day dédié au pacing, sujet que j'affectionne particulièrement et qui devrait vous aider à mieux gérer vos efforts en course. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Courir Mieux.